l'ampleur du martyre des civils soviétiques est donc inouïe. Et sans doute l'un des pires, si ce n'est le pire de l'histoire humaine. C'est la conséquence directe de la croisade raciale qu'a entrepris Hitler, de sa vision et de celle des nazis, de l'Est et de la guerre à l'Est. L'aboutissement en un sens de 400 ans d'impérialisme, de colonialisme, d'esclavage et de racisme européen dont les nationaux-socialistes se font les derniers et les plus outranciers héritiers. Mais comme tout bon raciste qui se respecte, il y a toujours une hiérarchie dans la catégorisation des menaces. Le sudiste américain du XIXe siècle, ou de la première moitié du XXe siècle, ne porte certainement pas dans son cœur le mexicain ou le latino. Mais sa première menace à ses yeux, c'est l'afro-américain. Le japonais embrigadé par la propagande impériale n'a sans doute guère d'estime pour le philippin ou l'américain. Mais sa haine du chinois est sans égale, malgré une civilisation complexe et riche de plusieurs millénaires, dont le Japon s'est souvent inspiré. Bref, certes les civils soviétiques subissent le martyre, mais la cible prioritaire des national-socialistes demeure les cadres communistes, et notamment les commissaires politiques, et évidemment les juifs. Pour ces individus, nul besoin d'excuses. Ils sont à abattre en raison de ce qu'ils sont. Vous pourriez être un juif aux yeux bleus, aux cheveux blonds, ennemi acharné des bolcheviks et collaborateur volontaire avec la Wehrmacht, rien n'y fera. En tant que juif, vous resterez une cible privilégiée et prioritaire. Et même les cadres communistes sont d'une certaine manière une extension de la guerre d'anéantissement menée contre les juifs, dans la mesure où dans la tête d'Hitler et des nazis, non seulement nombre de ces cadres sont juifs, mais de toute manière, le bolchevisme est l'un des complots juifs pour dominer le monde. L'Union soviétique en est l'émanation. C'est la marionnette des juifs. Donc la guerre contre les cadres communistes rejoint de toute manière la guerre des nazis contre les juifs de l'Est européen. Alors je sais, la Shoah et même la Shoah par balle, c'est un peu un incontournable de la Seconde Guerre mondiale. On peut avoir parfois le sentiment que c'est quelque chose de vu, revu, et cela peut sembler en devenir lassant. Mais si certes le Führer envahit l'Union soviétique avant tout afin de sécuriser une puissance continentale et donc mondiale pour l'Allemagne, pour assurer son indépendance et autarcie économique et politique, j'espère qu'à ce stade de notre saga, vous avez bien en tête combien sa guerre raciale et sa guerre contre les Juifs est indissociable de cette ambition et donc de cette guerre. Je sais que le premier épisode, 1918, l'impensable défaite, est maintenant un peu loin. Mais rappelez-vous que d'une certaine manière, dans son esprit, l'Allemagne ne fait que se défendre face à un monde tenu par les Juifs qui veut sa perte. La Seconde Guerre mondiale en Europe, et en particulier Barbarossa, si elles ne se cantonnent pas au génocide des Juifs européens, elles en sont cependant indissociables. On ne peut comprendre ce conflit, son ampleur et sa violence inouïe, sans considérer ses motifs antisémites. Par ailleurs, au même titre que Dan Carlin, et j'espère bien vous le transmettre avec l'histoire brute, je suis fasciné par les extrêmes de l'expérience humaine, les ombres et les éclats de notre humanité. Je tente donc de ramener aussi souvent que possible l'histoire au niveau de nos frères et sœurs en humanité, des individus, des simples acteurs de cette grande marche, quels qu'ils soient et si possible, depuis leur perspective. Or, la perspective d'un juif soviétique à partir de 1941 fait indéniablement partie des expériences humaines les plus extraordinaires et les plus tragiques possibles. Je ne le dirai jamais assez, mais le supplice des populations slaves au cours de cette guerre est tout simplement indescriptible. Mais au moins, et en dépit du caractère criminel du régime soviétique, pour la plupart des citoyens de l'Union soviétique, que ce soit dans les territoires libres ou occupés, ils peuvent néanmoins, dans une certaine mesure, s'appuyer, compter avec un certain collectif et une certaine solidarité, avec d'autres civils, avec les partisans, avec les représentants de l'État soviétique, les associations, les voisins, les soldats. Bref, oui, je fais une généralité certes, et nous verrons que dans des situations extrêmes comme à Leningrad, parfois le danger peut venir de vos voisins, voire même de votre famille, mais disons qu'au moins en tant que slave, vous pouvez aisément discerner les ennemis, les Allemands et parfois les cadres du parti ou certains groupes de partisans communistes. Mais songez-y un peu. Essayez de vous mettre un instant à la place d'un citoyen juif soviétique dans le cadre de ce conflit. Vous êtes tout simplement foutu. Voilà, je ne sais pas trop comment le dire autrement. Où que vous vous tourniez, vous êtes condamné, dans l'impasse. Déjà d'une part, vous êtes slave. Vous n'êtes pas que slave, vous êtes également juif, mais quoi qu'il advienne, vous appartenez aussi au collectif slave qui, nous venons de le voir, se trouve déjà dans une situation mortifère et catastrophique. Donc de base, ça part mal.
Je ne sais trop pourquoi, mais cela me rappelle la scène du film de Stalingrad de Jean-Jacques Hano, où au début du film, des soldats soviétiques sont jetés dans la bataille vers un massacre certain. Donc en tant que slave, le postulat de base déjà, c'est que vous êtes comme ces soldats, déjà plus ou moins condamnés au massacre. Mais parmi ces soldats, certains se voient distribuer des fusils, et d'autres doivent partir à l'assaut sans armes, juste avec des munitions. Eh bien, c'est exactement ce que m'inspire la situation des Juifs lors de Barbarossa. Le sort s'acharne et en rajoute une couche dans une horreur déjà insupportable. Car pour les Juifs, notamment en territoire occupé, mais pas que, pour les Juifs, le danger est partout. Car il règne dans l'Est de l'Europe, et ce depuis des siècles, un antisémitisme des plus virulents, à un degré bien supérieur à ce que les Juifs de l'Ouest de l'Europe ont pu connaître ces derniers temps. En France, pendant l'affaire Dreyfus, on pouvait certes entendre crier parfois dans des manifestations de rue « Mort aux Juifs !», ce qui en soi est d'ores et déjà très problématique, et ce pour n'importe quel collectif. Dans n'importe quel pays, à n'importe quelle époque, et à l'égard de n'importe quel collectif, si vous commencez à entendre « Mort aux Juifs »,« Mort aux musulmans »,« Mort aux noirs »,« Mort aux blancs », il y a quelque chose de profondément malsain et de problématique dans votre société. Mais en Russie, vers la même époque, on ne crie pas simplement « Mort aux Juifs », on met réellement ces menaces à exécution. Le plus souvent avec à minima le soutien tacite des autorités officielles qui détournent les yeux, voire leur concours actif. C'est une page de l'histoire européenne méconnue. Mais disons que ce n'est pas un hasard si une bonne partie du mouvement sioniste a été portée et a concerné notamment, au tout début, en bonne partie des juifs ashkénazes d'Europe de l'Est. Parmi tous les juifs du monde, ils étaient indéniablement les plus pressés et les plus fondés à vouloir disposer d'un véritable pays pour eux-mêmes. Attention, je ne suis pas en train de justifier, d'excuser ou d'approuver la prise de la Palestine par ce mouvement. C'est un sujet très complexe et riche que je ne saurais aborder en quelques lignes et qui mériterait sa propre saga. Mais force est de constater que, au vu des persécutions dont ils étaient victimes en Europe de l'Est, comment blâmer ces individus d'avoir voulu disposer enfin d'un pays en propre pour les protéger ? Entre le 19e et le début du 20e siècle, accrochez-vous bien, c'est entre 50 000 et 100 000 juifs qui furent tués en Europe de l'Est en raison de pogroms. J'ai bien dit tués. Rien qu'entre 1903 et 1906, en Russie, 50 000 juifs sont victimes de ces lynchages de masse. Alors là, je parle de victimes, donc on compte également les blessés, les femmes violées, les personnes pillées ou déplacées, mais 50 000 quand même. Il s'agit évidemment d'estimation, mais cela vous donne un ordre d'idée. À titre de comparaison avec un sujet qui est beaucoup plus largement évoqué, les lynchages de personnes afro-américaines aux États-Unis entre la fin de la guerre civile et la victoire du mouvement des droits civiques dans les années 60, on évalue le nombre de victimes à entre 4 000 et 5 000 noirs ainsi massacrés. Alors, c'est tout aussi tragique, mais ce n'est pas la même échelle. Par ailleurs, l'un des textes célèbres et influents de l'antisémitisme mondial, le Protocole des Sages de Sion, un faux grossier visant à prouver une conspiration juive mondiale pour le contrôle du globe, un lourd faisceau de présomption semble indiquer que ce document aurait été forgé par la police secrète impériale russe, l'Okhrana, en 1903. Donc les pogroms et l'antisémitisme en Europe de l'Est sont loin, très loin d'être un phénomène anecdotique. Et je suis le premier à dire que les massacres du 7 octobre 2023 perpétrés par le Hamas et qui ont fait une majorité de victimes civiles parmi les Israéliens, je suis le premier à dire qu'ils ne sont pas une calamité sortie de nulle part, dénuée d'historique ou de passif. Mais il faut bien comprendre comment et combien un tel carnage a pu résonner dans la société israélienne et dans la mémoire collective de sa communauté juive. Alors certes, avec la révolution bolchevique, les pogroms ont largement disparu en Union soviétique. Et s'ils ont pu encore avoir lieu, ce ne fut plus du fait ou avec l'accord tacite et le support actif du pouvoir et des autorités officielles. Mais d'une part, malgré les idéaux humanistes et de fraternité entre les hommes, le pouvoir communiste ne parvient pas à éliminer l'antisémitisme du pays. Et d'autre part, la mémoire de ces lynchages est encore vive. Qu'il s'agisse d'un Afro-Américain ou d'une personne juive, il faut bien se représenter ce que signifient ces attaques. Vos voisins, les gens avec qui vous vivez et que vous côtoyez au quotidien, vous attaquent physiquement, vous, votre famille et vos biens. Et vous n'avez aucun recours car la police et la justice, au mieux ferment les yeux, au pire participent à l'agression. Comment continuer à vivre parmi ces gens ?
Même si vous déménagez, comment ne pas devenir paranoïaque et voir un ennemi potentiel partout? Comment ne pas nécessairement se replier sur soi et sur les siens? Et en 1941, les bourreaux et les victimes n'ont rien oublié. Et par conséquent, pour un juif slave, le danger vient naturellement des Allemands, de la Wehrmacht, des Einsatzgruppen, des SS et de la police. Mais le péril vous guette même parmi vos propres compatriotes. Évidemment, gardons toujours en tête de la nuance, il y a des Slaves orthodoxes, des laïcs, des communistes et des gens simples et ordinaires qui sont susceptibles de faire preuve de fraternité et qui vont aider les personnes juives dont les vies sont menacées. Mais vous n'extirpez pas du jour au lendemain un siècle d'antisémitisme à 100 000 morts. Et les citoyens juifs du RSS auront donc également à craindre leurs propres compatriotes. Écoutez plutôt le témoignage de Vladimir Gelfand, un jeune juif de 18 ans, à peine sorti de l'adolescence, qui commente ce qu'il observe autour de lui lors de l'évacuation de sa ville natale vers le 30 août 1941, puis dans sa ville d'accueil, une fois évacué dans le Caucase, loin de la guerre. Citation. Ça y est, les familles des membres du soviet de la ville et de la milice ont commencé l'évacuation. On entend les klaxons des véhicules, des milliers d'hommes et de femmes quittent la ville jour et nuit. Et les rumeurs ont commencé à circuler. Ceux qui restaient observaient avec indignation ce départ et ont commencé à dire que c'était seulement les juifs qui s'enfuyaient, qu'ils avaient des milliers de roubles en stock et qu'ils savaient s'en servir. Puis, quelques jours plus tard, dans sa ville d'accueil dans le Caucase. Dans les rues, dans les parcs, dans les boulangeries, dans les files d'attente pour le kérosène, partout on entend le murmure bas, horrible et haïssable. Tous parlent des juifs. On en parle encore avec timidité, en regardant autour de soi. Les juifs sont des voleurs. Une femme juive a volé ceci et cela. Les juifs sont très riches. Une femme juive a 50 000 roubles alors qu'elle se plaint de sa pauvreté, de n'avoir rien pour manger ou de s'habiller. Les juifs n'aiment pas travailler. Les juifs ne veulent pas servir dans l'armée rouge. Les juifs habitent dans des villes sans avoir le droit de le faire. Les juifs vivent à nos frais. Bref, les juifs sont la source de tous nos malheurs. À cause de mon apparence, personne ne soupçonne que je suis juif. Et c'est à moi que, bien souvent, l'on dit tout cela. Fin de citation. Dans un environnement pareil, et avec des voisins semblables, que croyez-vous qu'il pourrait advenir de ce malheureux Vladimir Gelfand s'il venait à se retrouver en territoire occupé par les nazis? Même s'il reste côté soviétique, quel traitement espérer si son commissaire politique, son officier supérieur dans l'armée rouge ou son directeur d'usine partagent les mêmes stéréotypes et le même antisémitisme dont il a été témoin? Le racisme à l'égard des juifs demeure si prévalent que le danger, la menace peut venir de n'importe où. Il me semble que c'est Durandal qui avait partagé cette expérience à l'occasion d'une vidéo sur le très bel épisode 3, Long Long Time, de la série The Last of Us, qui aborde une très belle histoire d'amour homosexuel entre deux hommes. Au début de leur rencontre, on sent une certaine tension entre les deux protagonistes, Bill et Frank. Évidemment, du fait du contexte apocalyptique et de la situation d'un étranger démuni qui débarque sur la base d'un homme préparé et relativement riche en ressources, mais également en raison de l'attirance qu'ils éprouvent l'un pour l'autre, sans avoir la certitude qu'ils sont tous les deux homosexuels. Durandal, lui-même homosexuel, commentait justement cet aspect souvent ignoré de la vie d'un homme homosexuel. Quand il aborde un autre homme, dont l'homosexualité n'est pas clairement affichée, il s'expose potentiellement à la réaction d'un hétérosexuel, réaction qui peut parfois s'avérer violente, voire très violente. Dans le cadre de Barbarossa, les Juifs sont cernés d'ennemis, ou plutôt de gens qui sont potentiellement leurs ennemis, tant en territoire occupé qu'en territoire soviétique. Le camarade aux côtés de qui je me bats, je travaille ou je fuis, est-il un véritable camarade? Un frère en humanité sur qui je peux compter et avec qui fraterniser? Ou bien un antisémite disposé à me dénoncer ou à me diffamer? Et donc, dans un tel contexte, vous imaginez bien qu'une fois les nazis maîtres du terrain, cet antisémitisme qui couvait chez les populations soviétiques, mais qui était jugulé par le régime communiste, sans doute une preuve de plus aux yeux des antisémites que le bolchevisme est bel et bien un régime juif, cet antisémitisme bridé par le régime soviétique va désormais jouir d'une liberté meurtrière. Les nazis ne seront que trop contents de trouver dans les populations locales des auxiliaires zélés, dévoués et parfois spontanés et autonomes. D'autant plus qu'une bonne partie des territoires occupés étaient des territoires où les crimes soviétiques avaient été particulièrement odieux, en Ukraine et dans les pays baltes. Par conséquent, pour une frange conséquente de ces populations, et notamment pour les nationalistes,
Les Juifs étaient les responsables de ces sévices qu'ils avaient dû subir puisque les bolcheviks sont tous des Juifs, c'est bien connu, tout le monde le sait. Avec l'arrivée des Allemands, c'est donc l'heure de régler ses comptes. Pour illustrer ces collaborations locales et cette libération de la violence à l'encontre des Juifs, je vais évoquer le pogrom dit du garage de Litukis, dans la ville de Kaunas en Lituanie, le 25 juin 1941, car il permet d'illustrer les diverses facettes de ces massacres, tant dans leur violence que dans leur réalité sociale et politique. À ce sujet, notez que ces meurtres ont lieu avant que les Allemands aient pu pleinement s'installer dans la ville, et donc sans aucune contrainte ou incitation des nazis, mais dans l'euphorie de la libération du régime soviétique et à l'instigation d'un mouvement nationaliste lituanien proche des nazis. Je vous avertis également que les citations suivantes sont particulièrement difficiles à entendre, et qu'il vous faut donc vous y préparer ou sauter le passage. Enfin, remarquez qu'il s'agit là de 3 témoignages, dont un anonyme, et dont les détails diffèrent parfois, ce qui éclaire aussi le caractère investigationnel et de recoupement que constitue le travail d'historien. N'oublions pas qu'histoire vient du grec et signifie enquête, recherche. Premier témoignage, du soldat allemand Günsilius, du 2e corps de la 16e armée de la Wehrmacht. Citation. Dans le coin gauche de la cour, il y avait un groupe d'hommes de 30 à 50 ans, amenés et gardés par des civils. Un jeune homme, sans doute un Lituanien, se tenait debout, manches relevées, armé d'une barre de fer. Il sortait les hommes du groupe un par un et les frappait d'un ou de plusieurs coups derrière la tête. De cette façon, en 3 quarts d'heure, il a tué tout le groupe de 45 à 50 personnes. J'ai pris une série de photos. Ensuite, le jeune homme a posé la barre, pris un harmonica et, monté sur le tas de cadavres, il a commencé à jouer l'hymne national lituanien. Le comportement de tous les civils présents était invraisemblable car, après chaque coup de barre de fer, ils applaudissaient. Il y avait des femmes au premier rang, avec des enfants dans les bras, qui ont assisté au spectacle jusqu'au bout. J'ai demandé à l'un des spectateurs ce qui se passait ici. Les parents du jeune homme, dit-il, avaient été 2 jours avant sortis de leur lit et fusillés par le NKVD sur le soupçon d'être des nationalistes. C'est la vengeance du jeune homme. Fin de citation. Le second témoignage, lui, est anonyme. Citation. Sur le pavé de béton de la station-service, un homme blond de taille moyenne, âgé d'environ 25 ans, se tenait appuyé sur une matraque en bois, en train de se reposer. La matraque était aussi épaisse que son bras et arrivait jusqu'à sa poitrine. À ses pieds se trouvait une quinzaine à une vingtaine de morts ou de mourants. De l'eau s'écoulait en continu d'un tuyau, lavant le sang qui se dirigeait vers le caniveau. À quelques pas derrière cet homme, une vingtaine d'hommes, gardés par des civils armés, se tenaient là, attendant leur exécution cruelle dans un silence soumis. En réponse à un geste rapide, l'homme suivant s'avança silencieusement et fut battu à mort avec la matraque en bois de la manière la plus bestiale. Chaque coup était accompagné de cris enthousiastes de l'audience. Une fois que le tas de corps à ses pieds atteignit 50, le marchand de la mort chercha un accordéon, grimpa au sommet du tas des cadavres et joua l'hymne national lituanien. Fin de citation. Et pour terminer, le témoignage d'un résident de Kaunas, Laimonas Noreika. Citation. Ces événements horribles sont gravés dans ma mémoire et y resteront jusqu'à mon dernier jour. Au milieu de la cour, en plein jour et sous les yeux de la foule assemblée, un groupe de personnes bien habillées, soignées, au regard intelligent, tenaient des barres de fer qu'elles utilisaient pour frapper violemment un autre groupe de personnes tout aussi bien habillées, soignées, au regard intelligent. Les agresseurs frappaient sans relâche les Juifs jusqu'à ce qu'ils tombent au sol. Ils continuent à les frapper jusqu'à ce qu'enfin ils gisent inertes. Puis à l'aide d'un tuyau d'arrosage, ils les aspergeaient d'eau jusqu'à ce qu'ils reprennent connaissance. Après quoi, les mauvais traitements recommençaient. Et ainsi cela continua encore et encore, jusqu'à ce que les malheureuses victimes soient mortes. Les corps commencèrent à s'amonceler partout. Je suis resté près de la clôture, et j'ai tout observé jusqu'à ce que finalement mon frère Albertas me tire loin. Fin de citation. Évidemment, la scène est physiquement horrible et barbare, mais à mes yeux, finalement, ce n'est pas tant la violence physique que la violence sociale et psychologique qui me révulse et me traumatise le plus. Une sorte de fête des voisins à laquelle sont conviés hommes, femmes, enfants, qui participent à minima avec leur enthousiasme à un crime sauvage et inhumain. Il ne s'agit aucunement de minimiser les crimes des nazis, mais d'une certaine manière. Des nazis qui massacrent des juifs,
des soldats ensauvagés qui se lâchent sur des civils, et même dans une certaine limite des terroristes qui s'en prennent à des innocents. C'est presque attendu. On est d'une certaine manière dans la norme. C'est un peu comme un pompier qui combat le feu, ou un chanteur qui chante a cappella. Cela correspond au cadre, de manière affreuse certes, mais il y a une forme de cohérence à voir des nazis en armes massacrer des innocents. Mais un pogrom, un lynchage, la tuerie spontanée d'un collectif désigné par une foule ordinaire, choque dans la mesure où derrière ces meurtres, c'est tout le tissu social, c'est la vie en société, les liens humains qui sont déchirés par les propres acteurs de la vie en communauté. C'est une forme de suicide social parfaitement malsain. S'il existe une forme de folie logique chez les nazis ou chez les psychopathes, cette folie-là semble en revanche parfaitement irrationnelle. Le résultat d'hommes et de femmes ordinaires qui abandonnent leur humanité spontanément pour embrasser leurs plus vils instincts. Et même si on observe ce phénomène sous un aspect parfaitement égoïste, mettons que pour ces hommes et ces femmes, ce massacre soit à tout jamais sans conséquence légale pour eux, qu'ils ne soient jamais punis et ne subissent jamais aucune représaille. Vous imaginez vivre parmi un tel collectif ? Même en ayant été soi-même coupable et acteur du massacre, vous imaginez continuer à vivre parmi des gens qui ont été capables de faire cela ? Comment vivre normalement parmi des bourreaux ? Les Juifs sont donc susceptibles d'être massacrés dans des pogroms spontanés ou incités par les nazis. Et certes, ces tueries ne sont pas à négliger, mais évidemment le gros du danger vient des Allemands et des nazis, ce qui nous amène donc à la question du génocide contre les Juifs, de la Shoah, et de ce qui est parfois appelé la Shoah par balle, ce qui n'est sans doute pas le terme le plus adapté historiquement, mais permet de donner une image des événements. Nous arrivons là sur un sujet très complexe, donc comme de coutume, rappelez-vous, je suis de toute évidence un podcasteur, espérons-le un bon narrateur, peut-être même qui sait une sorte d'essayiste, mais je ne suis pas un historien. Par conséquent, ce qui va suivre est discutable, et d'ailleurs discuté entre historiens. Je cherche simplement à apporter de la réflexion, interroger, pas à affirmer une vérité absolue, indiscutable et établie. Barbarossa va faciliter, possibiliser la Shoah, être un vecteur d'accélération du génocide. Hitler et ses séides ne se sont pas levés un matin. Ils n'ont pas regardé leur reflet dans le miroir les yeux en se brossant les dents, et ils n'ont pas interrompu le mouvement mécanique de leurs bras en raison d'une idée éclair de détruire tous les Juifs d'Europe dans une espèce de grand basier sacrificiel en hommage à Odin. La solution finale germine dans leur esprit malsain et paranoïaque, comme la mauvaise herbe envahit peu à peu un jardin laissé à l'abandon. Ils veulent se débarrasser des Juifs, de leur influence néfaste, mettre un terme à leur conspiration et autres manipulations. Mais la révélation n'apparaît pas au prophète germanique sous la forme d'un buisson ardent. Dans un premier temps, c'est l'ancestral réflexe de la persécution qui s'impose naturellement contre les Israélites. On tente de les étouffer en boycottant leur commerce. On les exile de la fonction publique. On les ostracise de l'humanité avec les lois de Nuremberg. Les médias de masse s'emploient à infuser le poison raciste dans le cœur des Allemands. On fait ripaille sur leur dos avec l'arianisation de l'économie et toutes sortes de taxes et d'impôts spéciaux qui relèvent du racket. Et laïcs comme religieux doivent être marqués dans leurs papiers et dans leurs prénoms. Une mise en quarantaine administrative pour ces lépreux des temps modernes. Et pour ceux qui n'ont pas encore compris, on fait pénétrer la peur dans leur chair et dans leurs enfants, avec la nuit de cristal, avant enfin d'expulser ceux qu'ils peuvent, les Juifs étrangers. Nul humanisme dans ces tâtonnements barbares des nazis. Il reste des ordures. Mais on n'extirpe pas une tumeur d'un corps malade comme on retire une écharde. Au même titre que les facehuggers dans l'univers d'Alien, ce parasite facial qui vient pondre les xénomorphes dans le corps de ses victimes, les nationaux-socialistes ne peuvent se permettre d'arracher violemment le kyste juif du corps social allemand et européen. Un ensemble de défis et de dilemmes leur interdit toute mesure drastique et irréfléchie. En exemple, prenez mémoire du premier épisode de cette saga. Adolphe est persuadé que son combat est avant tout une lutte contre la juiverie internationale. Exterminer les juifs allemands, alors que le Reich est encore sous le joug du traité de Versailles et désarmé, ne donnerait-il pas alors le casus belli et la motivation nécessaire à une nouvelle coalition israélite internationale pour écraser la race germanique une bonne fois pour toutes ? Quand bien même s'enlèverait-il les mains ? Quel serait le coût économique, social et politique en Allemagne même de déclencher immédiatement l'apocalypse sur les juifs allemands ? Enfin, le prophète nazi n'a sans doute pas encore ne serait-ce que contemplé l'idée d'une telle extermination. L'Europe n'est pas encore entre ses mains et les esprits, même le sien,
et ce en dépit de la Première Guerre mondiale, les esprits n'ont pas encore été assez ensauvagés et barbarisés pour franchir ce Rubicon. Le Troisième Reich voit en l'expulsion la solution à son problème juif, car somme toute, ce sont bien les Juifs qui ont perdu l'Allemagne en 1918. Une race germanique purifiée de ce bacille sera capable de tout, qu'importe que ces virus aillent contaminer d'autres pays. Et le temps des persécutions offre des résultats. Des centaines de milliers de Juifs fuient cette nouvelle Allemagne comme la peste qu'elle est. Le poison qui infuse permet également de préparer les esprits, de modeler les mentalités, de durcir les cœurs et d'affaiblir les états d'âme des Allemands. Caïn ne peut tuer Abel sans haine. Or, la haine, ça se mijote, ça s'épice, ça se parfume pour lui donner un fumet désirable et une saveur délectable. Prenez souvenir. Lors des dernières élections libres de la République de Weimar, le NSDAP ne récolte que 33% des suffrages des votants, dans un scrutin où près de 20% des électeurs ne se présentent pas aux urnes. Il reste donc encore des millions d'oreilles qui ne laissent pas encore bercer par la langue de serpent des nazis. L'acharnement politique, social, économique et médiatique à l'égard des Juifs va permettre de normaliser la chose pour ces millions de non-convertis. À défaut de voir la lumière, ils viendront accepter l'état de fait, par approbation tacite, indifférence ou impuissance. Mais tous les Juifs allemands ne peuvent pas s'exiler, et avec la conquête de l'Europe, le Troisième Reich se retrouve avec de nouveaux foyers d'infection sur les bras. Vient alors le temps de la solution concentrationnaire qui se juxtapose aux persécutions qui s'étendent à d'autres pays occupés. On va parquer ce bétail insalubre dans des ghettos fermés. Les persécutions ont établi une ostracisation légale, politique, sociale et économique. Il s'agit maintenant d'instaurer un cordon sanitaire physique vis-à-vis de cette pestilence. Et avec la conquête de la France et les espoirs de paix avec l'Angleterre, à Berlin, on se prête même à rêver d'un projet d'expulsion en masse des Juifs d'Europe vers Madagascar, alors colonie française. Ce projet qui aujourd'hui nous apparaît comme parfaitement farfelu n'aboutira jamais en raison de la bataille d'Angleterre et de l'inflexible détermination de Churchill à continuer la guerre. Mais avec ce premier plan précis d'une solution territoriale, un nouveau glissement s'opère. Les persécutions devaient susciter la fuite des Juifs et limiter leur nuisance en Allemagne même. Comme vous avez pu normalement le ressentir vous-même à travers ma rhétorique, elles permettent également de commencer à déshumaniser ces hommes, ces femmes et ces enfants, afin de permettre à Caïn de franchir le pas plus facilement. Mais le projet Madagascar ne se contente pas à refouler les Juifs chez les voisins, ou bien où bon leur semblera de fuir. Non, il s'agit de les déporter en masse. Nous parlons en l'occurrence de millions d'Européens, de les bannir à l'autre bout du monde, sur une île gigantesque certes, mais une île qui leur est parfaitement étrangère, sous un climat peu hospitalier, et dans une contrée encore peu développée, qui sera probablement incapable de les accueillir dans des conditions humanitaires satisfaisantes. Sans malveillance envers nos amis malgaches, et avec tout le blâme mérité sur le système colonial français en place alors, cette déportation vers Madagascar relève en bien pire de l'entreprise pénitentiaire instaurée par les Britanniques à la fin du XVIIIe siècle pour se débarrasser de leurs criminels en les exilant en Australie. Une nouvelle fois, sans volonté aucune de ma part d'offenser les insulaires du monde entier, historiquement, les îles ont très souvent offert l'opportunité de reléguer, de déporter, de mettre aux oubliettes, de se protéger de certaines populations, comme les pestiférés par exemple. Le verbe isoler trouve sa source dans l'italien isolare, dérivé de isola, l'île. Pour les nazis, dans leur quête inconsciente pour se transformer en Caïn, Madagascar change donc irrémédiablement la vision d'une solution au problème juif. On bascule du traditionnel « on est chez nous et on ne veut pas d'eux, on veut juste qu'ils partent » vers un « nous devons les déporter à l'isolement à tout jamais ». Et le glissement s'opère peut-être simplement par pragmatisme. Les Juifs européens sont trop nombreux pour qu'un quelconque pays les accepte. Si nous les expulsons vers l'Amérique ou l'Asie, nous risquons d'accentuer leur emprise sur ces continents, et la continuité territoriale leur permettra de toujours maintenir un effet de diaspora. Madagascar, en revanche, permettra de les mettre à l'isolement, sur une contrée désolée dont ils ne pourront rien faire, et dont le climat et les conditions d'accueil garantiront qu'un nombre conséquent d'entre eux mourront. Le chacun chez soi se transforme donc en une politique active, interventionniste et mortifère d'encadrement et de contrôle des Juifs européens. Notez par ailleurs que ce basculement a lieu
lorsque la guerre survient et que la problématique juive n'est pas la seule à évoluer de la sorte. Souvenez-vous des malades héréditaires qui, en temps de paix, sont stérilisés, puis lorsque la guerre surgit, sont alors assassinés sur ordre d'Hitler. La guerre excite et presse les pulsions des nazis. Barbarossa, la guerre des guerres, sera la dernière gifle à Caïn. Cette fois, le Führer et ses séides ne sont pas simplement confrontés à des juifs qui ont perdu le contrôle du pouvoir dans un pays désormais entre les mains de vrais germains. La croisade contre l'Union soviétique met Berlin aux prises avec un État pensé, tenu et contrôlé par les juifs. Dans leur esprit malade de paranoïa, le bolchevisme est le rejeton d'une des grandes conspirations mondiales, une des œuvres du protocole de Sion. Il ne s'agit plus dès lors de simplement les persécuter ou de les interner, ou d'abattre un de leurs instruments à la personne de la France. Cette fois, il s'agit de faire la guerre aux Juifs et aux Slaves, les deux dangers et obstacles à un Reich germanique racialement pur et millénaire. La croisade contre le bolchevisme ne peut donc se cantonner à abattre et occuper un pays. Il faut détruire le communisme et ses cadres, d'où l'ordre d'abattre tous les commissaires politiques. Les Juifs ont provoqué la révolution et la chute de l'Allemagne en 1918. Il faut donc éliminer les risques de révolte que les Juifs et leurs commissaires politiques font peser sur la conquête de l'Est. L'étendue géographique, les masses innombrables d'ennemis et les moyens limités engagés par le Reich ne permettent pas une lutte en grande velours blanc. Au combat, la tempérance est une absurdité, et on va donc ouvrir les vannes légales et morales pour nettoyer les territoires du futur empire germanique. La famine planifiée, les combats sans égard humanitaire pour les civils, les réflexes pavloviens de massacres spontanés face à la moindre résistance anodine ou fantasmée, l'abandon meurtrier des prisonniers promis à la faim, à la soif et aux éléments, les ordres criminels. Toute cette bouillie infecte, barbare et sauvage, comme offerte aux dieux de la violence, amène les nazis à passer à table. Ces orgies de violence et de haine s'alimentent les unes les autres, s'influencent les unes les autres, et changent dramatiquement la réalité pour les victimes comme pour les bourreaux. Tout d'abord parce qu'une fois le bébé accouché, plus question de le remettre dans le ventre de sa mère. Les nazis ont déjà anticipé la mort de millions d'êtres humains, et ils ont commencé à systématiquement et immédiatement éliminer les hommes juifs qui sont toujours soupçonnés d'être des commissaires politiques, des cadres communistes ou des agitateurs partisans susceptibles d'animer la révolte. Dès les premières semaines, comme en Pologne, des juifs sont donc massacrés. La toute première semaine de l'invasion, 30 000 juifs sont ainsi massacrés à Garstin, Kaunas, Białystok, Jassy et Lwów. Mais c'est à partir de la fin juillet, en août et en septembre, que ce qui sera appelé plus tard la Shoah par balle prend d'abord son élan, puis se déploie alors dans toute son horreur. Elle naît dans une forme d'ébullition spontanée, suscitée par le nouveau contexte guerrier, et dans un va-et-vient entre des initiatives locales et des instructions et approbations à des échelons plus élevés et centraux, parfois postérieurs aux crimes commis sur le terrain. Des ordres criminels et une propagande intense permettent de s'en donner à cœur joie avec les Juifs. Et donc les soldats relâchent leurs instincts bestiaux ou leur frustration et esprit de vengeance. Puis la SS ou des responsables à Berlin approuvent et félicitent les responsables des exactions. Parfois les Juifs sont simplement arrêtés, et quand on consulte en plus haut lieu sur leur sort, un commandant régional donne l'ordre d'exécution sans consultation de ses supérieurs, et se voit plus tard congratulé par Heinrich Himmler ou Reinhard Heydrich, et ainsi encouragé à continuer. Puis, les choses s'accélèrent et s'officialisent. Le 18 juillet 1941, Heydrich ordonne de tirer à vue sur tous les hommes juifs des territoires occupés, âgés de 15 à 45 ans. Tous exécutables comme partisans soviétiques. En somme, il transpose l'ordre des commissaires politiques sur tous les hommes juifs. Le 1er août 1941, Himmler intime quant à lui un ordre d'extermination à un régiment de cavalerie SS opérant en Biélorussie. Citation : « Tous les juifs doivent être fusillés. Conduire les femmes juives dans les marais. » Fin de citation. Barbarossa est donc cause et vecteur. Comment ces barbares nazis en viennent-ils à se décider à voyager jusqu'au bout de la nuit ? Parce que l'escalade qu'ils ont provoquée et leur interprétation raciste et paranoïaque du monde les y contraint. Ils veulent remodeler l'Europe de l'Est, à leur manière, et décident donc d'abattre quelques murs. Mais dans leur entreprise de destruction, ils finissent par faire tomber un mur porteur, et dès lors, une démolition absolue semble faire beaucoup plus sens. Une nouvelle fois, j'insiste, je vous présente ici ma vision des choses,
qui est sans doute partagée par beaucoup d'historiens, mais qui n'est pas définitive et indiscutable. Nul ne sait quand et comment la décision génocidaire est prise. Le seul consensus réel est qu'il s'agit vraisemblablement d'un fruit qui mûrit longuement et sous l'influence de plusieurs éléments. D'une logique de persécution, on passe à une logique de concentration et de déportation, puis au cours de Barbarossa, à une logique d'extermination. L'un des motifs et l'une des justifications avancées pour au moins expliquer l'extension des massacres à tous les juifs en URSS relève de la logique de la lutte des races si chère aux nazis et de la crainte de la revanche. L'Allemagne est engagée dans une lutte à mort avec les juifs. Pourquoi laisser à cette race la possibilité de se reproduire et de se venger? Écoutez donc Himmler, en octobre 1943. Citation. « Je ne me sentais pas autorisé à exterminer les hommes. Dites, si vous voulez, de les tuer ou de les faire tuer, et à laisser grandir, sous la forme de leurs enfants, des justiciers contre nos enfants et nos descendants. » Fin de citation. On extermine donc femmes et enfants parce que leur mort est l'aboutissement effroyablement logique de la destruction du judéo-bolchevisme et de la préservation de la race germanique. Si on tue les hommes pour abattre le bolchevisme et empêcher les révoltes, alors il faut également tuer femmes et enfants si on veut s'épargner des futures représailles et une résurgence judéo-bolchevique dans 20 ans. Massacrer femmes et enfants, c'est simplement finir le boulot. De toute façon, ces monstres humains ont déjà eu du mal à séquestrer des millions de juifs européens. Que faire de ces millions de juifs soviétiques qui ne sont de toute façon pas destinés à rester sur le nouvel empire territorial du Reich? La guerre, la grande pourvoyeuse de la mort, ne fait que mettre en évidence la solution, tel un maître qui soulignerait la bonne réponse au tableau à ses élèves. Nous tenons là l'explication de la Shoah par balles, du basculement sur le terrain vers les massacres de masse de juifs en Union soviétique. Et Barbarossa est la cause et le vecteur de ces entreprises meurtrières. Mais Barbarossa va être aussi la cause et le vecteur du génocide des juifs européens au sens large. Parler de Shoah par balles est sans doute impropre car du moins au début, ces massacres ne sont pas encore pensés, conçus et réalisés avec un objectif génocidaire en tête. Mais leur généralisation, leur extension aux femmes et aux enfants et leur accélération produit un précédent. Les nazis peuvent désormais basculer d'une politique concentrationnaire et de persécution vers une politique d'extermination. Les massacres en Union soviétique prouvent à Caïn qu'il peut tuer Abel et que cela peut fonctionner. Ce sont les expériences et les pratiques sur le terrain, dans le cadre de Barbarossa, qui provoquent le dernier glissement mental, moral et politique chez les nazis, et dans une certaine mesure, les Allemands et certains de leurs alliés. Et si Barbarossa leur donne à voir le champ des possibles, la guerre à l'Est, en raison de son échec et de ses répercussions, le conflit germano-soviétique radicalise et fanatise Hitler et ses acolytes. Comment fanatiser un extrémisme, me demanderez-vous? En marchant avec vos vilaines bottes boueuses sur ces terres sacrées, et exactement tel qu'il l'avait annoncé. Très vite, dès la fin juillet et en août 1941, divers protagonistes et Hitler lui-même observent que Barbarossa ne se déroule pas exactement comme prophétisé. Les victoires défilent, mais le triomphe tarde à présenter ses lettres de créance. La ligne Molotov et la première ceinture soviétique sont annihilées, mais le front se reconstitue sur la ligne Dvina-Dniepr. L'ouest de l'Ukraine est prise, mais Kiev ne tombe pas, et une force significative y est présente. Smolensk tombe, mais les combats à l'est de la ville et pour écraser les poches encerclées se poursuivent jusqu'à début septembre. Souvenez-vous, le 23 juillet 1941, le Führer escompte qu'un mois plus tard, le 25 août, ses troupes soient en possession de Leningrad, de Moscou et de la Crimée. Or, près d'un mois plus tard, autour du 18 août, Leningrad et Moscou sont toujours solidement soviétiques, et la Crimée ne sera pas envahie avant fin octobre 1941. Vous l'avez entendu vous-même, dès le 11 août 1941, Halder, le commandant en chef de Barbarossa, consigne dans son journal les sérieuses réserves qui lui pèsent. Et une visite de Goebbels au quartier général d'Hitler le 18 août nous éclaire également sur l'état psychologique et l'incertitude qui commence à dissiper la vision prophétique du Führer. Adolf est à ce moment-là physiquement affaibli. Il souffre d'une grave dysenterie. Goebbels le décrit alors comme un homme maladif et accablé. Et si ses problèmes intestinaux relèvent médicalement de bactéries ou de virus, le stress et l'angoisse suscités par Barbarossa n'ont rien dû arranger. À l'occasion de cette visite,
Goebbels indique avoir eu un long entretien avec le dirigeant nazi, au cours duquel, toujours selon le ministre de la Propagande, le Führer aurait partagé ses doutes profonds quant à la guerre à l'Est, et serait même allé jusqu'à suggérer que si Staline était à l'initiative d'une proposition de paix, il l'accepterait, arguant notamment que sans armée rouge, le bolchevisme ne serait plus un danger pour le Reich. Plus tard, au cours de cet épanchement de sentiments, Hitler aurait également affirmé sa certitude que l'Empire du Japon se lancerait lui aussi bientôt à l'assaut de l'URSS. Alors certes, nous ne sommes pas encore face à un Adolf qui, affligé par Parkinson, déplace des divisions qui n'existent plus, ni même sur le commandant en chef de l'armée qui, au cours de l'hiver 41-42, refuse toute retraite en dépit du bon sens, et s'échine à vouloir ordonner lui-même le nombre de mitrailleuses qui devraient être déployées dans le cimetière d'un obscur hameau biélorusse. Mais ces espoirs incantatoires d'une paix réclamée par Staline, ou d'un Japon entrant en belligérance quand il n'en voulait pas il y a encore quelques mois, tout cela nous brosse le portrait d'un homme désormais inquiet, angoissé. Le doute craque à son oreille, comme la charpente d'une vieille maison de campagne craque sous la force d'une tempête. Il connaîtra encore d'autres épisodes d'euphorie à la suite de nouvelles victoires invraisemblables, comme avec les grands encerclements de Kiev ou de Vyazma, des rayons de soleil si éblouissants qui lui feront oublier pour un temps la nuit qui vient. Il fanfaronnera encore fin 41 sur une victoire déjà presque acquise, comme le 3 octobre 1941, où il déclarera au peuple allemand, sans aucune réserve, que l'ennemi à l'Est a été mis à terre et ne se relèvera pas. Mais l'échec finira par s'imposer. Un échec têtu, indubitable et enrageant. Rappelez-vous ces mots. Barbarossa, comme toute chose, est un risque. Si ça échoue, tout est fichu. Lors de la guerre en Ukraine, comme simple témoin, nous avons observé à l'aveugle, nos regards perdus dans un épais brouillard de guerre, le cours d'un conflit que nous avons cru gagné, puis perdu, et regagnable par un camp, puis l'autre. On a d'abord cru Kiev perdu, puis les Russes ont été repoussés. Les sanctions économiques allaient étouffer la Russie, puis la contre-offensive ukrainienne allait peut-être percer et expulser les orques. In fine, la principale leçon que nous avons pu tirer ou réapprendre avec cet énième massacre d'êtres humains, c'est combien nous ne savons rien, et que la première victime collatérale et volontaire de la guerre, c'est toujours la vérité. La lecture du journal de Sander donne à observer les mêmes oscillations, les mêmes conjectures pleines d'espoir. Il ne doute initialement pas de la victoire, puis il reste incrédule durant l'échec durant l'hiver, avant de se convaincre que 1942 sera la bonne année. Quand arrive Stalingrad, ses écrits deviennent plus durs, amers. Son ton change à l'égard de l'ennemi et de la population. Hitler, du haut de son nid d'aigle, ou au fond de sa tanière du loup, prend plus tôt et plus rapidement la mesure de la catastrophe qui s'avance. Il n'en a pas la certitude immédiate. Il tente de conjurer le sort, il va tergiverser, s'accrocher à son déni, il va négocier avec le destin. Mais à chaque nouvelle armée russe qui se lève, à chaque nouveau front qui se présente comme une écume de sang interminable, et jusqu'à l'impossible contre-attaque soviétique du 5 décembre 1941, il voit s'effriter chaque jour un peu plus son rêve d'un Reich millénaire. Son entreprise frustrée, il ne peut que doubler la mise et épuiser sa rage dans des mesures toujours plus extrêmes. Les soviétiques, les russes, les communistes, les bolcheviks, ce rebut de l'humanité, ces sous-hommes slaves, ces parasites juifs lui ont coupé les ailes. Un colosse juif et slave, la gueule boursouflée et le cœur cisaillé, mais le regard déterminé et confiant, parade déjà avec ses bottes pleines de merde, de boue et de sang, sur les ruines d'un Reich millénaire mort-né. Les Juifs vont donc payer. Car en parallèle de la découverte inattendue de la chute qui s'annonce, de nombreux signes viennent conforter sa vision d'un monde enjuivé qui veut sa perte et celle de l'Allemagne. J'ai dédié une partie de l'épisode 1 de cette saga, 1918 l'impensable défaite, à cette obsession paranoïaque d'Hitler, à sa théorie conspirationniste vis-à-vis des Juifs, du judéo-capitalisme et du judéo-bolchevisme. Mais j'ai le sentiment de ne pas en avoir assez fait. Il est fort difficile pour nous de bien mesurer à quel point cette croyance est profonde et déterminante chez lui, chez les nazis, et plus largement au sein d'une bonne partie de l'extrême droite européenne. Je vais filer une métaphore osée, mais restez avec moi et vous verrez qu'elle va prendre tout son sens. Adolf Hitler, c'est l'inspecteur Javert des Misérables de Hugo. Javert, en tant que bras armé de la loi, se montre inflexible, intraitable, froid et distant. Né dans une prison d'un père forçat et d'une mère liseuse de cartes, il a échappé à sa condition et n'est pas tombé dans la criminalité.
À ses yeux, le crime n'a donc qu'une source, les criminels eux-mêmes, avec leur libre arbitre et leur faute morale. Le crime est un choix, et il ignore superbement toute autre cause possible. La misère économique, sociale, culturelle, éducative, tout cela est sans importance. L'amour d'une mère pour son enfant, rien ne saurait émouvoir son cœur ou insuffler le doute dans son esprit. Lui-même n'a pas versé dans le crime, alors qu'il est né dans la misère humaine. Sa guerre, il l'a fait donc aux criminels, à ces êtres irrécupérables qui ont fait leur choix, et qui sont la seule cause racine de tous les maux de la société. C'est pour cela qu'il se montre intraitable cruel avec Fantine qui en mourra. C'est pour cela qu'il ne peut croire en la rédemption de Jean Valjean, force à échapper, lit de la société qu'on ne peut sauver. Et c'est pour cela qu'il finit par se suicider, quand il est confronté à l'indéniable bonté de Jean Valjean. Le choc psychologique est trop profond. Il ne peut concilier que ce forçat hors la loi soit également un homme de bien. Cela détruit son schéma mental simpliste et met en ruine toute son existence. Toutes les décisions qu'il a prises, toute son action, toute son existence dénuée de compassion fut vaine et fautive. Il y met donc fin, et par sa mort, c'est la loi qui trouve d'une certaine manière sa limite, sa fin. L'exemple de Jean Valjean démontre les lacunes d'un système de pensée où la loi serait l'unique critère pour juger le bien, le mal et le fonctionnement de la société. Un homme comme Hitler ou comme l'écrivain Céline, ces pauvres types ne connaîtront jamais un Jean Valjean. Ils n'auront jamais leur moment de révélation. Même s'ils en croisaient un, ils ne sauraient le reconnaître. Mais les Juifs, dans leur carte mentale du monde, les Juifs sont aux nazis ce que les criminels sont à Javert. Là où Javert pourrait voir la misère économique de Fantine, sa précarité sociale en tant que mère célibataire en ce début de XIXe siècle, et son amour sacrificiel pour sa fille Cosette, l'inspecteur de police ne voit que le crime, et seulement le crime d'une femme qui se prostitue et frappe un bourgeois. Là où Hitler devrait percevoir les inquiétudes sécuritaires légitimes des puissances européennes, à voir une Allemagne s'élever au rang de superpuissance hégémonique du continent, voire du monde, Adolphe ne voit que la main de la juiverie internationale qui s'acharne à confisquer à la race germanique son droit biologique à la vie. Croit-il réellement et sincèrement en cette explication simpliste, ou s'agit-il d'une forme d'étendard idéologique et faussement messianique, lui permettant de capitaliser un pouvoir politique et social tel le chef d'une secte de faibles d'esprit? Ma conviction, c'est qu'il en est intimement et rageusement persuadé. Mais peu importe au final. Ce qui compte, c'est que conviction existentielle ou gris-gris sociopolitique, sa lecture antisémite l'enferre et guide son action et par conséquent, il voit la Seconde Guerre mondiale avant tout et surtout comme une guerre non pas contre la France et le Royaume-Uni, ou contre les Alliés, ou contre l'Union soviétique, mais comme une guerre contre les Juifs et leur juiverie internationale. Écoutez donc son discours au Reichstag le 30 janvier 1939, 7 mois avant qu'il ne fasse lui-même voler la paix en éclats. Citation. En ce jour mémorable, peut-être pas seulement pour nous Allemands, il y a une chose que je voudrais dire. Dans ma vie, j'ai été très souvent prophète, et le plus souvent on a ri de moi. À l'époque de mon combat pour le pouvoir, c'était au premier chef le peuple juif qui accueillait mes prophéties par le rire. Je prophétisais qu'un jour je prendrais en Allemagne la direction de l'État, et par cela celle du peuple entier, et qu'alors, parmi beaucoup d'autres problèmes, je résoudrais le problème juif. Je crois que ce rire sonore d'alors du judaïsme en Allemagne, Judentum, s'est entre-temps étouffé dans la gorge. Je veux aujourd'hui de nouveau être un prophète. Si le judaïsme financier international, en et hors d'Europe, devait réussir à pousser les peuples une fois encore dans une guerre mondiale, alors le résultat ne sera pas la bolchevisation de la terre et par là la victoire du judaïsme, mais l'anéantissement de la race juive en Europe. Fin de citation. Hitler et les nazis, et une bonne partie de l'extrême droite européenne, y compris un victimaire type comme l'écrivain Céline. Tous sont donc persuadés que ce sont les Juifs qui volent et amènent la guerre à l'Europe. Or, avec Barbarossa, Hitler précipite des événements qui, en apparence, ne font que confirmer sa prophétie. Dès les premiers jours de l'invasion, Londres et Washington non seulement se déclarent solidaires de Moscou, mais leur engagement va bien au-delà de simples vœux pieux, puisqu'ils vont soutenir matériellement et économiquement l'URSS dans son effort de guerre. Naturellement, les deux puissances anglo-saxonnes cherchent avant tout à préserver leurs intérêts stratégiques personnels.
Et même si nombreux sont ceux qui envisagent une défaite inéluctable de l'URSS, ils peuvent cependant escompter faire payer un prix sanglant à Berlin pour sa nouvelle conquête. Par ailleurs, c'est une ligne politique qu'Américains et Britanniques suivent tout au long de la guerre. Ils tentent de venir en aide aux pays agressés par l'Axe. Éthiopie, Pologne, France, Grèce, Philippines, même si pratiquement colonie américaine, Chine, Norvège. Ils ne le font pas par bonté d'âme, mais pour contrecarrer l'Axe. Mais dans les cieux délirants de l'antisémitisme de nazis paranoïaques, l'alliance réaliste et pragmatique entre Washington, mec du capitalisme libéral juif, et Moscou, l'antre du complot judéo-bolchevique, cette alliance est la preuve du complot israélite mondial. Comment expliquer que la première puissance capitaliste du globe vienne ainsi en aide aux champions du communisme dans le monde, si ce n'est parce qu'il s'agit en fait d'un seul et même complot juif? D'autant plus que cette alliance contre nature émerge en parallèle à la quasi-guerre entre les États-Unis d'Amérique et le Troisième Reich. Certes, depuis le début de la guerre, Washington a cherché à aider économiquement Paris et Londres. Mais depuis le printemps 1941, la température est montée de quelques degrés. Il couve une bataille de l'Atlantique larvée entre les U-boats allemands et l'US Navy. Washington, en théorie neutre, engoncé par un fort courant isolationniste très largement majoritaire au sein de son électorat, et présidé par un Franklin Delano Roosevelt et réélu une troisième fois notamment sur la promesse que les Boys n'iraient pas se battre dans une nouvelle guerre étrangère, Washington commence cependant à partir d'avril 1941 à participer aux escortes de convois britanniques. En juillet, les Boys occupent conjointement l'Islande avec les Roastbeef, une île clé dans la défense de l'Atlantique, et à partir de septembre, des combats ont même lieu entre navires américains et U-boats allemands, qui débouchent même parfois sur le naufrage de navires américains. Et enfin, vous avez la Charte de l'Atlantique rendue publique par Roosevelt et Churchill le 14 août 1941. Hitler prend connaissance de cette proclamation dont le point 6 stipule, citation, « Après la destruction finale de la tyrannie nazie, ils espèrent établir une paix qui permettra à toutes les nations de vivre en sécurité à l'intérieur de leurs propres frontières et qui garantira que tous les hommes, dans tous les pays, pourront vivre à l'abri de la peur et du besoin. » Fin de citation. Bien. Ce point de la charte ne stipule pas simplement que le président et le Premier ministre espèrent que le monde retrouvera la paix une fois le conflit en Europe terminé. Il ne place pas ses espoirs dans un armistice de compromis entre les belligérants, ni sur une négociation raisonnée, ni même encore sur un retour de la situation antebellum. La proclamation n'envisage même pas une simple défaite de l'Allemagne ou de son régime. Non, ce qui est attendu, escompté, planifié, c'est la destruction, une destruction finale et donc absolue de la tyrannie nazie. En d'autres termes, Washington et Londres ne sont pas en guerre contre l'Allemagne. Non, cette fois Américains et Britanniques sont en guerre contre les nazis. Lorsqu'Hitler découvre le contenu de la charte, selon Bello, son adjudant pour la Luftwaffe, le Führer entre alors dans une rage folle. À ses yeux, c'est la confirmation officielle, la preuve indubitable, l'aveu arrogant que cette guerre est bien la guerre des Juifs contre les nazis, et donc contre la race germanique. Et ils ne s'en cachent même pas, les salauds. Ils ont saboté l'unité allemande sous Guillaume II, mangé les forces vives du pays avec leurs idées démocrates et communistes, tenté pendant des décennies de convaincre les ouvriers allemands de ne pas se porter au secours de la patrie en danger, au nom de leur foutue fraternité entre les peuples. Ils ont frappé dans le dos le Reich en 1918, au moment décisif de son histoire, humilié et mutilé l'Allemagne avec leur paix de Versailles, précipité la guerre en Europe en 1939, alors qu'Hitler ne souhaitait que ramener Danzig dans le giron de la mère patrie, et maintenant, ils osent proclamer au monde entier leur désir pieux de croisade contre les nazis, contre les seuls véritables défenseurs du folk germanique, les seuls libres penseurs à les avoir vus et à les avoir dénoncés pour les parasites qu'ils sont. Eh bien, s'ils veulent la guerre, ils l'auront. Il faut faire abstraction de toute nuance et de bien d'autres éléments conjoncturels de ce conflit pour comprendre cette logique. Mais parvenez-vous à discerner combien tout s'emboîte pour ces esprits mutilés et émasculés? L'idéologie nazie est comme un poison qui provoque la cécité de ceux qui s'en abreuvent. Elle ne souffre pas de ces contradictions et plane au-delà du réel, dans le firmament des fantasmes masculinistes de pureté et de supériorité d'hommes et de femmes, incapables de dominer leur ego et leur frustration.
l'alliance entre Moscou et Washington, la quasi-guerre avec la marine d'un pays prétendument neutre, qui, tel le juif éternel, intrigue avec duplicité, et la charte de l'Atlantique. Tout cela conspire à sacrer la prophétie du Führer d'une guerre des Juifs, par les Juifs, pour les Juifs, du sceau de la vérité. Conjuguez cela aux massacres qui ont déjà commencé à l'Est et aux frustrations et angoisses suscitées par l'enlisement pressenti de ce conflit, et vous avez là toute l'ébullition émotionnelle qui amène probablement ce prophète raté à l'inéluctable décision d'exterminer tous les Juifs d'Europe. Nous n'avons pas de date exacte, ni de document officiel décisif et définitif qui permettent de placer cette décision mortifère. Mais il est quasi certain qu'elle est prise au cours de Barbarossa, vraisemblablement entre la fin de l'été 41 et l'hiver 41-42. Un élément majeur qui soutient cette lecture des événements, c'est que la conférence de Wannsee, qui a lieu pour orchestrer la déportation et l'extermination des Juifs d'Europe, se tient le 20 janvier 1942. Cette réunion n'a pas pour but de décider de l'extermination. Elle se tient parce que la décision a déjà été prise et qu'il s'agit désormais de préparer son exécution. Et détail intéressant, la conférence devait originellement se tenir le 9 décembre 1941. Les invitations avaient même été envoyées aux dignitaires nazis participants dès le 29 novembre 1941. Et par ailleurs, dès le 8 décembre 1941, les nazis commencent à gazer au monoxyde de carbone les Juifs de Warthegau, une région intégrée au Reich. La décision semble donc bel et bien avoir déjà été prise dès début décembre 1941, voire fin novembre. Et elle s'inscrit bien dans cette atmosphère de criminalité nazie, puisque le gazage des Juifs ne fait que reproduire les méthodes et le personnel déjà employés et qui ont fait leurs preuves contre les handicapés et malades héréditaires. Résumons donc ce processus que nous venons de détailler. Pour les nazis, le génocide des Juifs n'est donc pas spontané. La décision va mûrir après plusieurs périodes distinctes au cours de leur règne de terreur. Dans un premier temps, nous avons une phase de persécution qui vise à pousser les Juifs allemands à l'exil et à préserver le corps racial germanique de leur influence néfaste. Dans un second temps, et avec les conquêtes en Europe, les persécutions s'accompagnent d'une logique concentrationnaire, notamment à l'Est, et notamment dans des ghettos. En cette occasion, une solution territoriale vers Madagascar est également considérée et contribue à ouvrir la fenêtre d'Overton dans les esprits des nazis. Une troisième phase s'ouvre avec l'opération Barbarossa, durant laquelle les massacres de Juifs soviétiques se généralisent, notamment en raison des ordres criminels et de l'objectif d'abattre la structure bolchevique, ses cadres, et donc les hommes juifs, censés tous être des séides du régime. Une quatrième phase qui se développe au cours de l'invasion où, en raison de la barbarisation de la violence et de la logique de destruction des cadres du régime, les massacres généralisés se systémisent et visent désormais des communautés entières, avec femmes et enfants. Enfin, une cinquième phase, alimentée et possibilisée à la fois par les précédentes, mais également par toutes les autres politiques criminelles nazies, comme l'extermination des malades héréditaires. C'est la phase d'extermination de tous les Juifs d'Europe. Cette décision l'emporte vraisemblablement en raison des nombreux rubicons moraux affligeants qui ont déjà été franchis par les nazis, par les frustrations suscitées par la guerre à l'Est, et enfin par les biais cognitifs qui amènent Hitler à conforter puis confirmer ses délires paranoïaques d'une guerre des Juifs contre la race allemande. Puisque les Juifs ont voulu cette nouvelle guerre mondiale, et puisqu'ils sont en train de frustrer ses ambitions de conquête d'un espace biologique essentiel à la race germanique, et comme ils ne sont pas tous à portée de représailles, ce sont les Juifs européens qui vont payer le prix du sang et des larmes. Et de toute façon, si le Reich vient à gagner, il faudra bien faire place nette à l'Est pour 600 millions d'Allemands purs d'ici la fin du siècle. Autant commencer le nettoyage ethnique par les Israélites. Rien, absolument rien ne vient étayer sérieusement le délire paranoïaque nazi d'une guerre des Juifs contre l'Allemagne. Mais en revanche, si elle ne peut se résumer à cela, il est certain que les nazis, eux, ont fait de cette Seconde Guerre mondiale une guerre contre les Juifs. Et Hitler abandonnera ses soldats à Stalingrad. Il les laissera se faire trucider par millions, notamment face aux Soviétiques. Il laissera avec son suicide son peuple en plan, im Stich gelassen, envisagera même la destruction absolue des infrastructures civiles essentielles à une vie digne pour les Allemands. Bref, il ne fera rien pour sauver l'Allemagne une fois la défaite inéluctable à l'horizon.
mais au milieu de l'écroulement généralisé et absolu de son empire éphémère. Il fera en revanche tout pour mener la solution finale à son terme. Le verbe haut et le cœur chiasse, Hitler lâche ses cerbères sur les Juifs comme on relâche ses colères sur l'objet de nos frustrations. La secte qu'il est parvenu à décérébrer est désormais cernée par la réalité, et ses mensonges d'infaillibilité s'effritent. Devant ces murs du réel, qui, tenaces, refusent de soutenir ses délires, l'enfant frappe rageur, déraisonné et cruel. Et donc oui, d'une certaine façon, le génocide des Juifs européens commence avec la Shoah par balle, mais retenez bien que lorsqu'elle débute, la décision d'extermination n'a pas encore été prise. Donc ce n'est pas encore vraiment la Shoah. Il n'y a pas encore de volonté génocidaire. Pour les malheureux et malheureuses qui sont victimes de ces massacres ignobles et souvent indicibles, cela ne change cependant pas grand-chose. Mais gardons à l'esprit que la barbarité de ces crimes et leur généralisation, qui s'inscrit désormais dans une longue litanie de violences et d'avilissements sauvages des Allemands, avec la famine planifiée, les ordres criminels, la ghettoisation, les politiques concentrationnaires et d'eugénisme, tout cela concourt à une sorte d'atmosphère génocidaire qui va possibiliser et faciliter la solution finale européenne. Mais on comprend la « popularité » entre guillemets de l'expression Shoah par balle quand on observe l'ampleur et le nombre de martyrs dont les chiffres font nécessairement écho avec des réalités génocidaires. Sur l'ensemble des victimes de l'Holocauste, environ 3 millions vivaient en Union soviétique, triplement coupables, juifs, slaves et bolcheviques. Sur l'ensemble de la guerre, ce sont 1,4 million d'êtres humains de cette confession ou ethnie qui sont exécutés par balle. Pour Barbarossa seul, entre le 22 juin 1941 et la fin décembre, en à peine 6 mois, ce sont 550 000 hommes, femmes et enfants qui sont ainsi passés par les balles. Pour les seules victimes des Einsatzgruppen, cela revient à une moyenne de 5 civils exécutés par jour, tous les jours, pendant 6 mois. On parle là d'une moyenne, Il y a donc des jours de quiétude et des journées d'orgie de sang. Songez à l'abîme mental et émotionnel de ces hommes qui sont psychologiquement en capacité de passer des heures entières à tirer sur civils innocents, après civils innocents, après civils innocents, à faire voler en éclats les crânes d'hommes et de femmes et d'enfants. Alors certes, tout a été fait pour déshumaniser leurs victimes, mais tout le travail de propagande au monde ne peut retirer l'humanité du regard d'être humain. Le degré de bestialité requis requiert une déchéance humaine qui courtise probablement la maladie mentale. Il ne s'agit pas d'affirmer que telle ou telle forme d'exécution s'avéra plus douce ou moins horrifique qu'une autre. Mourir gazé d'étouffement avec ses propres enfants dans les bras est tout aussi insoutenable. Mais les camps de la mort ou les centres d'exécution, notamment pour les bourreaux, leur offraient une certaine distance à la mort. L'industrialisation des massacres déléguait la sale besogne à une infrastructure, et les victimes ne semblaient en apparence ne suivre qu'une simple procédure de routine. J'en reviens aux enfants, car c'est toujours ce qui me retourne les tripes, mais si les adultes savaient le plus souvent ce qui les attendait dans les douches, les enfants pouvaient encore être préservés un temps dans leur ignorance. Mais songez au carnage par balles perpétré en Union soviétique. Des dizaines, des centaines, des milliers, des dizaines de milliers de victimes attendent dans l'horreur leur propre exécution en assistant de leurs propres yeux à celle des gens qui les précèdent. Les enfants sont témoins de ce qui les attendent. Ils voient les corps mutilés s'écrouler dans les fosses communes. Ils entendent les coups de feu résonner tandis que l'irréversible et l'inéluctable leur serrent le cœur. Le plus souvent, avec vos proches, vos intimes, vous quittez ce monde dans des scènes dantesques, infernales, déshumanisantes et indignes. Et ce, des mains de psychopathes incapables de la moindre compassion, et après avoir été brusquement arrachés de votre ordinaire, d'un quotidien des plus banals. Car les hécatombes de la Shoah par balle sont souvent perpétrées près des lieux de vie des victimes. Et n'allez pas croire que cet apocalypse se produit de par des dizaines de milliers de tueries à petite échelle, étalées dans l'espace et dans le temps. Il y a aussi des carnages à grande échelle, sur des temps très courts, et en des lieux précis et uniques. Pour n'en citer que quelques-uns, nous avons en Ukraine Kamenets-Podolski, où du 27 au 29 août 1941, 23 600 vies de juifs sont fauchées par les nazis en seulement 3 jours. À Odessa, où sur la fin octobre 1941, l'armée roumaine met à mort 25 000 autres martyrs dans une orgie de feu et de balles. À Rumbula, en Lettonie, où début décembre, sur un peu plus d'une semaine, 27 000 victimes de plus rejoignent le cortège funèbre.
Mais le massacre le plus emblématique et aujourd'hui le plus célèbre, par son horreur et son ampleur, est celui du ravin de Babi Yar, situé en périphérie de Kiev, où les 29 et 30 septembre 1941, puis dans les semaines qui suivent, les nazis anéantissent toute une communauté à une échelle et un rythme jamais égalés, même à Auschwitz. Une sorte de ruée folle de psychopathie. Le 29 septembre, en moins de 12 heures, les Einsatzgruppen, épaulés de locaux, les nazis tuent 22 000 êtres humains. 34 000 en 36 heures. Et les estimations soviétiques s'envolent quant à elles à 100 000 morts. Sur les 12 heures où se sont ouvertes les portes de l'enfer, cela revient à 1833 victimes par heure. Un peu plus de 30 par minute. Est-ce que vous imaginez le degré d'automatisation et de déshumanisation requis pour produire un tel cimetière ? Le 22 août 1914, l'armée française a enregistré la journée la plus noire de son histoire, avec 27 000 soldats français tués en une seule journée. Mais cette hécatombe est le résultat d'une confrontation militaire gigantesque et industrielle sur tout le front de l'Ouest, et dans l'un des pires conflits armés de l'histoire humaine. À Babi Yar, les nazis inondent le sol ukrainien dans une proportion similaire, mais avec le sang de civils innocents, de femmes, d'enfants, d'adolescents, de vieillards, de familles entières. Et ne cherchez pas un quelconque réconfort dans la pensée qu'au moins ces victimes n'ont pas souffert. Outre la torture psychologique de devoir attendre des heures la mort, aux côtés de vos proches et de vos enfants, de la voir s'approcher peu à peu de vous alors que vous vous retrouvez piégé comme un rat, la grande faucheuse, débordée qu'elle se trouve par une telle moisson, ne fait pas dans la finesse. Vous imaginez bien qu'avec une telle cadence, les nazis salopent le travail. Une commission d'enquête médicale établira par la suite que seulement 35% des malheureux et malheureuses meurent instantanément sous les balles de leurs bourreaux. Les 65% restants meurent enterrés vivants, écrasés sous le poids des autres victimes, dans l'angoisse d'une asphyxie intermittente et agonisante. Ce n'est pas de la simple propagande soviétique. Les quelques témoignages de survivants attestent déjà de cette réalité. Et nous allons d'ailleurs maintenant écouter plusieurs témoignages particulièrement difficiles. Donc une fois de plus, n'hésitez peut-être pas à avancer ce passage. Ce n'est pas une saga sur la Shoah, mais il me semble indispensable d'illustrer combien la bête nazie était hideuse, bien loin des phares et des gloires des défilés militaires impeccables et de la prétendue perfection nazie et germanique. Et les témoignages ont en mon cœur plus de force que les images. Les mots et les histoires des gens nous font ressentir la profondeur des choses plus que ne le font nos yeux. Et puis c'est un moyen de rendre leur humanité à ces fantômes de l'histoire. Commençons par le récit d'un témoin externe au drame, un certain Hofer, conducteur de camion. Citation. J'ai vu ce qui s'est passé lorsque les Juifs, hommes, femmes et enfants, sont arrivés. Les Ukrainiens les faisaient passer devant différents points où, les uns après les autres, ils devaient abandonner leurs bagages, puis leurs manteaux, leurs chaussures, leurs vêtements de dessus, ainsi que leurs sous-vêtements. Ils devaient également laisser leurs objets de valeur en un endroit désigné. Il y avait un tas spécifique pour chaque article de vêtements. Tout cela se passait très rapidement, et quiconque hésitait était frappé ou poussé par les Ukrainiens pour le faire avancer. Une fois déshabillés, ils étaient conduits dans le ravin, qui faisait environ 150 mètres de long, 30 mètres de large et bien 15 mètres de profondeur. Lorsqu'ils atteignaient le fond du ravin, ils étaient saisis par les soldats allemands et forcés de s'allonger sur les Juifs déjà abattus. Les cadavres formaient littéralement des couches. Un tireur d'élite passait et tirait une balle dans la nuque de chaque Juif. Fin de citation. Le témoignage suivant est celui d'une survivante, Dina Pronicheva, actrice au théâtre pour les jeunes spectateurs de Kiev. Elle arrive à Babi Yar avec sa mère, mais Dina dispose d'un passeport russe car son mari était russe. Administrativement parlant, elle n'est donc pas considérée comme juive. Mais lorsque Dina présente son passeport russe à l'officier allemand, ce dernier répond sèchement, citation, « Dina, c'est pas un prénom russe, tu es une youpin, emmenez-la. » Écoutons maintenant son témoignage sur sa survie. Le policier m'ordonna de me déshabiller et me poussa vers un précipice où un autre groupe de personnes attendait leur sort. Mais avant que les tirs ne résonnent, je tombais dans la fosse. Je tombais sur les corps de ceux qui avaient déjà été tués. Les gens commencèrent à tomber sur moi. Je fis semblant d'être morte. Ceux qui avaient été tués ou blessés étaient allongés sous moi ou sur moi, et beaucoup respiraient encore. D'autres gémissaient. Les tirs continuaient et les gens continuaient à tomber. Je jetais les corps qui étaient sur moi, de peur d'être enterrée vivante.
Je le faisais de manière à ne pas attirer l'attention des policiers. Soudain, tout devint silencieux. Il commença à faire nuit. Des Allemands armés de mitraillettes se promenaient achevant les blessés. Puis je sentis qu'on nous recouvrait de terre. Je fermai les yeux pour que la terre n'y rentre pas, et lorsque cela devient sombre et silencieux, littéralement le silence de la mort, j'ouvris les yeux et je jetai le sable de dessus moi, m'assurant qu'il n'y avait personne près de moi. Personne autour. Personne ne me regardait. Je vis la fosse avec des milliers de corps morts. La terreur m'envahit. Par endroits, la terre bougeait. Des personnes à moitié vivantes respiraient encore. Je me levai et courus. Fin de citation. Le prochain témoignage de Raya Dakevic permet d'illustrer que ce carnage fauche des familles entières, mais également que malgré l'antisémitisme qui prévaut en Ukraine, malgré la coopération active d'Ukrainiens au massacre, certaines âmes charitables gardaient leur humanité. Citation. Je me tenais aux côtés de mon père et tenais dans mes bras mon petit frère de 3 ans, Petenka. Nous avons été fusillés juste au bord du précipice de Babillard. Mon père tomba, puis ma sœur aînée Sima. Les gens tombaient comme des petites pierres jetées par une main invisible. Je ne sais pas quand j'ai été touché, mais je repris connaissance la nuit dans le ravin. Il y avait des corps morts tout autour, des ruisseaux de sang coulaient de tous côtés. Je n'étais que blessé et commençais à grimper sur le tas de corps qui m'entourait de toutes parts. Bientôt, je m'en suis sorti et j'ai commencé à ramper, ne sachant pas où j'allais. Plusieurs fois j'ai perdu connaissance, mais je suis revenu à moi et ai continué de ramper jusqu'à ce que je voie des lumières provenant d'une maison. Après avoir frappé, une vieille femme ouvrit la porte. Elle me regarda et je vis l'horreur dans ses yeux. Puis je perdis connaissance. Fin de citation. La vieille femme prit soin de Raya Dakevic pendant 3 jours. Puis la jeune fille trouva refuge auprès d'un prêtre ukrainien qui avait déjà protégé des juifs lors des pogroms sous le tsar. Cet homme l'hébergea durant toute la guerre. Enfin, écoutons le témoignage le plus complet peut-être, celui d'Elena Knitsch, qui survit à Babillard avec sa fille. Citation. Le 28 septembre 1941, suite à l'ordre du commandant allemand, tous les citoyens de nationalité juive devaient se rassembler, avec leurs biens les plus précieux, rue Loukianowska, près du cimetière juif. Comme je savais que nous serions tués, je n'ai rien pris. Quand je suis arrivé sur place avec mon enfant, j'ai vu une foule immense de personnes, allant de nourrissons aux vieillards, fortement gardés par des soldats allemands armés de mitrailleuses et de fusils. À l'arrivée, tous posaient sur des chariots un tas de choses qu'ils avaient apportées, conformément à l'ordre. Puis on les conduisait dans un lieu couvert où on les dépouillait des bagues en or, boucles d'oreilles, broches, montres, etc. Dans ce chaudron infernal, de milliers de personnes condamnées à mort, on entendait des cris, des pleurs, des gémissements, étouffés par la fusillade. Les Allemands menaient des groupes de 100 à 150 personnes dans le ravin dit de Babillard, où ils les fauchaient la mitrailleuse. Je me suis retrouvé avec ma fille Ludmila, âgée de 4 ans et demi, dans un de ces groupes. Les Allemands arrachaient les bébés à leur mère et les jetaient dans le ravin comme bois de chauffage. Comme j'étais au milieu du groupe et que le crépuscule était déjà là, j'ai sauté dans le ravin, sans attendre l'instant où ils ont commencé à tirer. J'ai mis mon enfant sous moi. Les gens tués tombaient sur moi dans un éclaboussement de sang. Je suis resté ainsi sans bouger à peu près 2 heures. Quand la nuit est tombée, j'ai pris mon enfant dans mes bras et en marchant sur les cadavres, je suis sorti du ravin. Avec de grandes précautions, j'ai gagné le bourg de Babillard, où nous nous sommes cachés dans un sous-sol pendant 4 jours, absolument affamés. La nuit, je sortais de ma cachette pour chercher dans les tas d'ordures les restes de nourriture. J'avais l'apparence terrifiante d'un revenant couvert de sang de la tête aux pieds. Ma fillette était dans le même état. Il n'y avait aucun moyen de se laver. Je n'y pensais même pas car j'étais tout entière concentré sur un seul sujet. Rester en vie. Cette terrible situation m'a poussé à un crime. Je suis monté dans le grenier d'une maison où, parmi les chiffons, j'ai trouvé quelques habits pour moi et pour ma fille. Au 5e jour de souffrance, à l'aube, avec beaucoup de difficultés, je suis allé chez mon amie Fedora Chelest, qui habite au 19 rue Borishvtik, appartement 5, où j'ai vécu pendant 4 jours, enfermé dans une pièce écartée. Puis je me suis caché chez une autre amie, Litchenko Evgenia Efimovna, qui habite au 12 rue Pritishkov-Nikolskaya, appartement 3. Après quoi, sans papier, je me suis caché dans les villages de la région de Kiev. Fin de citation. Un aspect troublant de ces témoignages tient à son obéissance à l'ordre de se rendre à Babillard, alors qu'Elena Knitsch indique qu'elle sait que la mort les attend elle et sa fille. En cela, même si peu de personnes savaient ce qui les attendait,
Elle fait écho à des interrogations qui peuvent germer en nous, avec le recul du temps et des événements. Comment est-il possible que des dizaines de milliers de personnes, des centaines et même des millions de gens aient pu ainsi obéir en apparence aveuglément et s'offrir ainsi volontairement à leur bourreau? Dans le cas d'Elena, tenons compte du fait qu'elle livre ce témoignage à des agents du NKVD en mars 1944. Alors, je n'ai pas le contexte de cette confession, mais n'oublions pas qu'il est possible qu'elle doive livrer ce récit pour justifier, devant des sites du régime stalinien, ce qu'elle a fait pendant les années d'occupation. Mais mettons qu'elle ait pu raconter son histoire sans risque pour elle et sa famille. Sa mémoire a pu lui jouer des tours, et elle peut avoir déformé les choses. Mais quand bien même, imaginons qu'elle sache vraiment ce qui les attend, et bien qu'in fine, après sa survie, elle finisse par se réfugier chez des amis, qui peut dire vraiment comment il réagirait dans un tel contexte? Si sur l'ordre de rassemblement elle décide de se cacher immédiatement, ne serait-ce pas mettre en danger ses amis? Et si un voisin les dénonçait? Et puis se cacher pour combien de temps? Peut-être que seule sa survie miraculeuse a pu l'amener à cette décision, faute d'alternative. Et, toujours en vie, après une expérience de mort imminente, peut-être alors seulement se résout-elle à risquer la vie de ses amis. Et puis qui sait? Peut-être se trompe-t-elle. Peut-être ne vont-ils vraiment que les déplacer ailleurs, leur faire quitter Kiev. Et n'oubliez pas que nous sommes face à une confrontation entre des psychopathes, des monstres humains certes, mais des monstres tout de même, qui ont passé les derniers mois ou les dernières semaines à tuer des gens. La violence et la mort sont leur métier, leur quotidien. Ils savent ce qu'ils font, et ils y sont matériellement, physiquement et psychologiquement préparés. Face à ces brutes de l'horreur, nous avons des citoyens ordinaires, des gens qui dans leur écrasante majorité ont jusqu'à présent vécu une vie banale, pacifique, qui n'ont ni la haine, ni la violence en eux. Ils ne sont pas prêts mentalement à ce qui les frappe. Certes, Staline et le régime communiste leur font vivre un cauchemar depuis des années. Mais peut-être justement parce qu'ils ont connu le pire, peut-être ne peuvent-ils s'imaginer que les Allemands puissent surpasser les bolcheviks dans l'horreur. Songez à un criminel endurci, violent, qui a l'expérience de la violence, et qui s'en prendrait soudainement et sans crier gare à un bourgeois bonhomme et pantouflard. Je caricature sans doute maladroitement la chose, mais comprenez bien que dans un tel contexte, il serait fort difficile pour n'importe quel être humain de ne pas se laisser emporter par le cours des événements, parce qu'il n'y serait psychologiquement, mentalement pas préparé. Mais mettons que vous soyez capable d'émerger du choc, de vous libérer d'un espoir futile et inutile d'une sorte d'intervention de la Providence, et de ne pas suivre le mouvement de l'effet de groupe. Concrètement, une fois arrivé au ravin, cerné de policiers ukrainiens, de soldats allemands équipés d'armes automatiques et accompagnés de leurs chiens, vous comptez faire quoi exactement? Prendre vos enfants sous les bras et courir une dizaine de mètres avant de vous faire percer de toutes parts? Voir vos enfants se faire dévorer la gorge par des bergers allemands? Vous allez demander au rang de victimes devant vous, à votre rang et au rang derrière vous de fuir à votre signal? Vous allez regarder ces gens incrédules, au regard déjà vaincus ou hébétés, qui ne se connaissent pas, et vous allez parvenir à les convaincre de se battre? Et songeons au destin de ces gens. Ce que je décris peut être sans doute faire écho et s'appliquer à n'importe quel être humain sur Terre et à n'importe quelle époque. Mais en l'occurrence là, nous parlons de soviétiques, de gens qui n'ont connu que la misère, la faim, l'arbitraire, la survie dans l'obéissance aveugle à des préceptes staliniens ou tsaristes absurdes. Les plus âgés ont pu connaître des pogroms, où le seul espoir résidait parfois dans l'attente que l'orage passe. Les Russes sont depuis des décennies cernés par la fatalité, abreuvés de malheur, résignés au tragique. Bref, ne soyons pas trop prompts à juger les victimes du nazisme. Elles illustrent tragiquement ce que tout un chacun ferait si, arraché de son ordinaire, il se retrouvait précipité face à l'indicible, jeté en pâture à une réalité si hideuse que son esprit ne serait probablement pas capable de vraiment l'accepter. Nous avons la verve facile quand on se tient loin des événements, mais difficile de mourir debout, les armes à la main, quand on est pris au dépourvu. Et d'ailleurs, tous les Juifs d'Europe ne vont pas se résigner ainsi à la mort. Quand le temps et les moyens leur sont offerts, quand ils ont acquis la certitude de ce qui les attend, nombre de Juifs européens se jetteront à la mort les armes à la main, dans des combats vains, futiles diraient certains, mais dignes. Dans les ghettos, à Varsovie, à Vilnius, à Czestochowa,
Dans les camps, à Treblinka, Sobibor ou Auschwitz, ou dans les forêts d'Union soviétique, au sein de groupes partisans juifs. Partout, des milliers de juifs européens résistent le destin barbare que leur réservent les nazis. Interdits de vivre, condamnés à disparaître, ils décident d'exister dans le combat et la liberté.